Bien. Ok, très bien. Alors, comme je vous ai dit la dernière fois, au début du cours, que j'ai pas fait en fait, donc j'espère que tout va bien chez vous, pour vous, en cette période de crise. Donc, je profite de cette occasion pour vous inviter donc à respecter les gestes barrières, s'il vous plaît. Donc, concède tout le monde, tous effectivement, hein, pour faire face à cette crise. Pour ce qui est du cours, effectivement, donc, ce que j'ai prévu, c'est de vous déposer à chaque fois la séance de la semaine sur la plateforme. Donc, j'espère que tout le monde a consulté la première séance, hein, n'est-ce pas? Et après, effectivement, la séance en présentiel sera enregistrée et vous sera aussi déposée sur la plateforme. Donc, comme ça, hein, voilà, vous n'aurez plus de problème. Et comme je vous ai dit la dernière fois, si jamais problème il y a, on peut organiser effectivement, donc voilà, un enseignement à distance, hein, pour répondre à vos questions effectivement et à vos demandes d'éclaircissement. Ok? Bref, alors pour ce cours effectivement, donc c'est suite à ce que vous avez vu en écologie en S3, effectivement. Maintenant que vous êtes assez grand quand même, on va essayer de détailler les choses. Et en S3, normalement, vous avez surtout abordé les facteurs, si vous voulez, que ce soit biotique et abiotique, qui déterminent la répartition des animaux ou des végétaux. Ben, pour nous, c'est les animaux. Mais maintenant, effectivement, on va détailler plus les choses. Hein, donc, il vous amener vers l'étude, effectivement, des populations animales. Comment elles répondent, effectivement, ces animaux à la vie dans leur milieu naturel. Hein. Vous voyez? Donc avant d'entamer ceci, je me permets de vous rappeler ce que vous avez vu en S3 rapidement. Donc c'est quoi l'écologie pour vous déjà? Hein? C'est quoi l'écologie pour vous? Qu'est-ce que ça représente? En 2 mots. C'est quoi? Ben, c'est l'ensemble des interactions des organismes vivant avec leur milieu de vie, tout simplement. Voilà. Ben, ce sont des choses que vous êtes censé de connaître normalement. Hein. Ces interactions, elles sont de quel type? Quels sont les 2 principaux types d'interactions que vous connaissez? Hormis ça, la biotique et abiotique, ce sont surtout effectivement des types d'interactions susceptibles d'être observés entre les animaux, pas entre les animaux et leur milieu. Elles sont de 2 types. Il y a des interactions qui sont positives et des interactions qui sont négatif. Exemple d'interaction positive, par exemple, la symbiose, la coopération, le commensalisme. Exemple d'interaction négative, parasitisme, la compétition, la concurrence, la prédation, etc., etc. Voilà, effectivement. Donc, les êtres vivants dans leur milieu, effectivement, pour qu'ils soient là, ils sont obligés d'interagir. Hein, effectivement. Vous voyez? C'est ça l'écologie. C'est l'ensemble de ces interactions des animaux ou bien des êtres vivants entre eux, mais aussi avec les conditions de leur milieu. Et ces conditions de leur milieu, c'est ce qu'on appelle les facteurs écologiques, tout simplement. Et ces facteurs écologiques, comme vient de dire votre collègue, ils sont de 2 types, biotiques et abiotiques. Là, ce sont des choses que vous êtes censés connaître, effectivement. Voilà. Effectivement, donc, l'interaction des organismes vivants avec leur milieu, donc c'est sous la dépendance des facteurs écologiques. Et la question qui se pose, je l'avais dit l'année dernière, qu'est-ce que vous entendez par un facteur écologique? C'est quoi au juste? Qu'est-ce qu'un facteur écologique pour vous? Allez-y. Hein, c'est le cours d'S3. C'est quoi un facteur écologique pour vous? Hein? Voilà la définition, maintenant. La définition. C'est tout élément du milieu, voilà, hein, qui peut agir d'une façon directe, hein, je souligne direct, sur les êtres vivants, au moins durant une phase de leur cycle de développement. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle un facteur écologique. Hein, la définition exacte, il est là.
et désormais vous êtes censé de la connaître, s'il vous plaît. Ok? Tout élément du milieu susceptible d'agir directement sur les êtres vivants, au moins durant une phase de leur cycle de vie, bien de leur cycle de développement. Exemple de facteur écologique qui répond à cette définition. Allez-y. Exemple de facteur écologique répondant à cette définition. Exactement. Il agit directement sur les animaux et sur les végétaux. Un excellent facteur écologique. Quoi encore? Oui, tout à fait. Ah. Pardon? Les nutriments. Est-ce que les nutriments ils agissent d'une façon directe? Hein? Je ne vois pas, parce que les nutriments aussi, ils varient en fonction de plusieurs facteurs. Vous voyez? Donc ils ne répondent pas à la définition. Est-ce que l'altitude répond à la définition? Non. Est-ce que l'altitude répond à la définition? Est-ce qu'il agit directement? Voilà, parce qu'avec l'altitude, avec la variation d'altitude, vous avez la variation de la température. Vous voyez? Hein? Donc en augmentant en altitude, la température augmente ou baisse? Voilà, diminue, effectivement. Au fur et à mesure qu'on monte en altitude, la pluviométrie, les pluies augmentent ou diminuent? Augmente, effectivement. Au fur et à mesure qu'on monte en altitude, le taux d'oxygène diminue ou augmente? Voilà, vous voyez. Donc l'altitude ne répond pas, il n'agit pas d'une façon directe, mais il agit d'une façon indirecte via la variation de la température, via la variation du taux d'oxygène, via la variation du taux de précipitation, etc., etc. Et effectivement, dans ce cas, l'altitude, c'est une composante écologique. Donc, ceci nous conduit à vous demander de bien distinguer entre un facteur écologique et une composante écologique. Ça va? Voilà, facteur écologique, il agit directement. Voilà, une composante, il agit par l'intermédiaire d'autres facteurs. C'est très intéressant, s'il vous plaît. Ok? Bien. Voilà. Et ces facteurs écologiques, comme vous avez dit tout à l'heure, ils peuvent être de deux types, deux grands types, deux principaux types. Ils peuvent être soit biotiques ou bien abiotiques. Ça va? Très bien. Donc c'est comme ça. Effectivement, quand ils agissent, les êtres vivants, dans la nature, effectivement, avec leur milieu de vie. Bien. Ben, tout ça, vous l'avez sur la plateforme. Donc là, je vous invite surtout à suivre et à poser des questions si vous en avez. Alors, d'une façon générale, dans un milieu naturel, quel que soit, dans tout écosystème, quel que soit le type d'écosystème, voilà. Donc, les trois principaux éléments voilà, qui constituent ou bien qui régissent cet écosystème de ce milieu de vie sont au nombre de trois. Vous avez des êtres vivants qui y vivent, donc les espèces, c'est ça? Ben, ces espèces, elles occupent une surface bien déterminée, donc l'espace, et normalement, s'ils sont là, ces espèces, ces êtres vivants, ils doivent vivre, ils doivent se nourrir, ils doivent trouver des ressources. Donc les trois éléments clés, effectivement, qui définissent un milieu naturel avec sa composante biotique, c'est les espèces, l'espace et les ressources. Par ressources, je veux dire que ce soit les ressources trophiques ou bien les ressources en abri, etc., etc. Très bien. C'est comme ça que ça présente normalement la vie dans tout écosystème naturel. Ok? L'ensemble, si vous voulez, l'ensemble donc de ces trois éléments clés constitue tout simplement ce qu'on appelle la biodiversité. Voilà. Ou encore la diversité biologique, tout simplement. Et voilà. Et cette biodiversité, maintenant, avec l'explosion démographique, voilà, l'homme, effectivement, l'homme est en perpétuelle interaction avec, voilà, les ressources disponibles. Effectivement. Et donc, le grand menace maintenant sur les écosystèmes naturels, c'est l'homme, c'est l'exploitation humaine, d'où, effectivement, cette interaction homme-nature. Et c'est là, effectivement, où on doit faire attention, effectivement, si on veut assurer un développement durable.
Hein, effectivement. Donc l'exploitation des ressources naturelles, d'accord, pour cette exploitation, mais aussi il fallait l'exploiter d'une façon justifiée, d'une façon raisonnée. Effectivement, donc pour assurer un développement durable de la vie sur Terre, il faut que l'exploitation de la biodiversité par l'homme, ou bien des ressources naturelles par l'homme, il faut que cette exploitation se passe avec, voilà, d'une façon raisonnée. Voilà, il fallait bien gérer ce que vous avez entre les mains. Il faut donc que les équilibres soient respectés. Et par conséquent, il fallait concilier, c'est trouver un compromis entre l'exploitation des ressources, d'accord, et, si vous voulez, assurer un développement durable, effectivement. Et actuellement, la science qui s'intéresse ou bien qui répond à cette question, c'est-à-dire qui répond donc, au développement durable des ressources naturelles, c'est ce qu'on appelle la biologie de la conservation. La biologie de la conservation, c'est une discipline récente, effectivement, c'est une discipline d'écologie, mais récemment, effectivement, apparue et développée, et qui s'intéresse, l'objectif essentiel, c'est la conservation des ressources naturelles afin d'assurer un développement durable. Effectivement, pour entamer cette biologie de la conservation en détail, il fallait tout connaître sur les écosystèmes et sur les animaux, bien les végétaux, bien les organismes vivants. C'est normal. Vous ne pouvez pas conserver si vous ne connaissez rien sur les êtres vivants. Hein? Effectivement, si on vous confie, bien si on vous charge d'entamer la biologie de la conservation d'une espèce animale, vous êtes la première chose à faire, c'est que vous êtes obligé de tout connaître sur cette espèce. Hein? Comment elle se reproduit, comment elle croît, comment elle se développe, comment elle s'active, tout. Hein? Connaître tout sur cette espèce, c'est ce qu'on appelle connaître les traits d'histoire du vie. C'est-à-dire, comment cette espèce elle vit de la naissance à la mort. Comment elle évolue dans le temps et dans l'espace. Voilà, ce sont les traits d'histoire de vie. Et ces traits d'histoire de vie, c'est l'objet du secours qu'on va dispenser tout le long de ce semestre, à savoir la dynamique des populations. C'est ce qu'on appelle tout simplement la dynamique des populations. Et donc, c'est ce cours que j'aurai le plaisir de vous dispenser tout le long de ce semestre. Ça va? Très bien. Voilà, donc on va entamer le cours module écologie de cette année, c'est la dynamique des populations animales. Spécialité oblige, je vais surtout traiter donc la dynamique des populations animales. Comme je viens de dire, effectivement, dans la nature, dans tout écosystème, si vous voulez, la vie sur Terre, bien les systèmes biologiques, ils sont organisés en quoi? Comment ils sont structurés dans la nature? Ils sont organisés en ce qu'on appelle en population. Elles sont organisées en population. Donc déjà, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'une population? Avez-vous une idée? Qu'est-ce qu'une population? Qu'est-ce que ça représente une population pour vous? Je vous écoute. Ensemble d'individus. Excellent. De la même espèce. Là encore, effectivement, on va se poser la question, qu'est-ce qu'une espèce? Voilà. Vous voyez? Donc déjà, la dynamique des deux principaux mots-clés, si vous voulez, donc de ce cours de dynamique de population, c'est la notion de population et la notion d'espèce. Allez-y, on va voir qu'est-ce qu'une population. Qu'est-ce qu'une population? Comme vient de dire vos collègues, une population, là vous avez une population de gnous par exemple dans un écosystème savane, tout simplement. Une population, effectivement, c'est une entité biologique, tout à fait, une entité biologique, un ensemble d'individus, effectivement, ensemble d'individus de la même espèce. On va voir qu'est-ce qu'une espèce juste après, voilà, donc déjà bien, voilà, ensemble d'individus de la même espèce, très bien. Et après, ces espèces, en fait, ils vivent dans un endroit bien déterminé, ici une savane, ou encore
la mer, en milieu marin, ça dépend donc de la population. Voilà. À un moment donné, nous ne sommes pas tout le temps là. Parce qu'en fait, ça varie dans le temps et dans l'espace. Cette année, ils sont là. Si les conditions sont favorables, ils resteront là. Ben, si jamais, ils doivent chercher ailleurs. Oui, rien n'est figé. Hein? Ok? Et bien sûr, pour qu'ils continuent à vivre, ben, cette population, bien ces individus, ils doivent se renouveler. Parce qu'il y a des individus qui partent et des individus qui arrivent. Qu'est-ce qui assure l'arrivée et le départ des individus? Ou bien le renouvellement d'une population? Le processus, c'est quoi? C'est la reproduction, tout à fait. C'est le renouvellement des individus. Et bien sûr, donc, cette population qui est composée d'un ensemble d'individus de la même espèce, qui vivent dans un endroit bien déterminé, à un moment donné, elle doit se reproduire. Sinon, toute population qui ne se reproduit pas, elle est condamnée à disparaître avec le temps. C'est normal. Ouais. Et par conséquent, ces individus, effectivement, ils doivent se reproduire. C'est ce qu'on appelle l'interfécondité. Ils doivent échanger leur matériel génétique. Tout à fait. Okay? Voilà donc ce qu'on entend par population. Voilà. Jusque-là, un ensemble d'individus de la même espèce. La question qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'une espèce? En fait, c'est ça. Qu'est-ce qu'une espèce? Admettons la définition de la population, voilà, qui répond à ces critères. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par espèce? Ben, il y a beaucoup de controverses depuis le début du XVIIIe siècle. Effectivement, il y a beaucoup de controverses, beaucoup de définitions par les chercheurs. Mais à ce moment-là, bien sûr, malgré les différends, malgré les controverses, à un certain moment, il faut se mettre d'accord. La science, c'est universel, c'est l'échelle mondiale, donc les chercheurs sont obligés de se mettre d'accord sur une définition bien précise. Ben, c'est ce qui a été arrivé effectivement. Maintenant, actuellement, et depuis d'ailleurs assez longtemps, la définition la plus admise, la plus précise, la notion d'espèce, elle repose sur deux concepts. Voilà. Donc, pour définir la notion d'espèce, vous avez affaire à deux concepts, ou bien deux approches, et ces deux concepts, ils sont complémentaires, c'est-à-dire que l'un complète l'autre, effectivement. Allez-y, quels sont donc les deux concepts, si vous voulez, définissant la notion d'espèce? On va commencer par le plus ancien vers le plus récent. Ok, très bien. Le premier concept, c'est ce qu'on appelle le concept de Linné. C'est au début du XVIIIe siècle, effectivement. C'est Linné, donc, un chercheur allemand qui, pour la première fois, donc, s'est intéressé à la systématique et donc à la définition de cette notion d'espèce. Ben, pour Linné, au début du XVIIIe siècle, pour Linné, une espèce, effectivement, comme vous avez dit tout à l'heure, ensemble d'individus très proches. Ensemble d'individus, mais ces individus sont très proches. Par quoi? Par la forme. Nous sommes de la même espèce, nous avons à peu près la même forme. Ok? Donc déjà, voilà. Donc ça commence à préciser les choses. Voilà. Ensemble d'individus, d'accord, mais ces individus doivent être la même forme. Très bien. Occupent le même habitat. Voilà. Si nous sommes donc la même espèce, si nous avons la même forme, on doit vivre dans le même milieu. Les spécimens, chacun a son foyer. Mais s'ils ont le même mode de vie, alors ces individus, effectivement, de même forme, de même habitat, ils doivent avoir le même mode de vie. Soit ils s'activent la nuit ou bien s'activent le jour. Par exemple, nous sommes des animaux diurnes. On s'active le jour et on se repose la nuit, nocturne, etc., etc. Autrement dit, pour Linné, une espèce, l'ensemble d'individus qui sont identiques entre eux. Pour Linné, voilà, pour lui, au début du XIXe siècle, individus qui se ressemblent par la forme, l'habitat et le mode de vie, ils sont de la même espèce. C'était au début. Ce n'est pas la définition complète, mais déjà, au début du XIXe siècle, c'est déjà très bien. Ok? Donc, voilà pour Linné.
individus identiques entre eux, mais identiques aussi à leur holotype. Parce qu'en fait, pour décrire une espèce, on la décrit à partir de quoi? À partir du premier individu découvert dans la nature. Donc le premier individu qui a servi à décrire une espèce et à lui donner un nom, c'est ce qu'on appelle un spécimen type ou bien un holotype. Qu'est-ce qu'un holotype? C'est le premier individu d'une espèce qui a servi à la description initiale de cette espèce. Voilà, ça va? Très bien. Donc là, c'est l'holotype. C'est un spécimen qui est précieux. C'est lui qui a servi pour la première fois à décrire cette espèce. Parce qu'en fait, comme vous le savez, on ne cesse pas de décrire encore les espèces. Ce n'est pas encore terminé. Hein? À chaque année, il y a plusieurs espèces qui sont décrites pour la première fois pour la science, effectivement. Voilà, c'est pourquoi ce spécimen type, ou bien cet holotype, il est toujours conservé, il est déposé, il est gardé, parce que c'est précieux, en fait. C'est précieux. Hein? On le garde toujours dans une collection de références, généralement dans des muséums. C'est là le rôle du muséum. Hein? Pourquoi? Ou bien dans chinois à la fac. Donc normalement, ces holotypes qui ont servi à la description de certaines espèces animales sont déposés dans des collections de références au muséum régional de Marrakech, effectivement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça peut, avec le temps, qu'il y aurait des changements de nom. Voilà. Effectivement, pour changer de nom, effectivement, il fallait se référer toujours à l'holotype, c'est-à-dire au premier spécimen qui a servi à la description initiale de cette espèce. Ça va? Voilà. Donc, pour l'aîné, dernière fois, une espèce, c'est quoi? Ensemble d'individus qui se ressemblent par la forme, l'habitat, le mode de vie et qui se ressemblent avec l'holotype, leur holotype, c'est-à-dire l'individu qui a servi à la description de cette espèce pour la première fois. Très bien. Jusque-là, ça va, c'est très bien. Mais c'est au début du XVIIIe siècle. Hein? Ok? Ok. Maintenant, deuxième concept. Après l'inné, un deuxième concept qui va encore renforcer ou bien conforter le concept de l'inné. Il va l'appuyer. Très bien. Ce que vous avez dit, c'est bon, c'est déjà bien, mais pour le compléter, effectivement, ces individus, normalement, ces individus, ils doivent se reproduire, ils doivent se croiser. Ok? Et leur croisement, ou bien le résultat de la reproduction, doit produire des individus, bien une descendance qui est viable et fertile surtout. Voilà, c'est indispensable. Pourquoi ça? Pourquoi ce complément? Parce qu'en fait, des animaux, ils peuvent se croiser, mais leurs descendants ne sont pas viables, ils meurent. Ou bien s'ils vivent, s'ils arrivent à vivre, ils ne sont pas exactement stériles. Voilà. L'exemple le plus célèbre que vous connaissez, croisement entre âne et jument. Ça donne quoi? Croisement entre âne et jument, ça donne quoi? Quand même. Ça donne? En français, s'il vous plaît. Un mulet. Un mulet. Est-ce le mulet fertile? Âne et jument, deux espèces différentes. Ça va? Donc si on se limite à la reproduction, on peut considérer que l'âne et la jument sont deux espèces, la même espèce. Mais non. Leur descendant est viable, d'accord, mais il n'est pas fertile, il est stérile. Et par conséquent, ces deux espèces ne sont pas de la même espèce. Voilà, âne et jument ne sont pas de la même espèce. Ça va? Voilà, c'est très bien. Maintenant là, c'est la biologie moléculaire, effectivement. C'est la biologie, effectivement. Donc, les deux concepts, elles se complètent, effectivement. La ressemblance morphologique plus l'interfécondité égale notion d'espèce. Ok? Très bien. Allez-y, voilà. Donc, deuxième concept, il se base sur l'interfécondité, c'est-à-dire l'échange de matériel génétique qui donne une descendance viable et fertile. Très bien. Donc, sur la base de ces deux concepts, effectivement, sur la base, toujours il y a
des débats au début, toujours il y a des débats, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord, mais en fait pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des cas particuliers à travers lesquels il fallait faire attention. Par exemple, chez certains animaux, chez certaines espèces animales, il y a une différence entre les jeunes et entre les adultes. Pas nous. Nous, à la naissance, le bébé ressemble aux adultes. C'est ça? Vous connaissez les amphibiens? Est-ce les jeunes amphibiens ressemblent aux adultes? Vous voyez? C'est un problème. Est-ce qu'on dirait que les têtards et les adultes amphibiens sont de la même espèce ou pas? Ils le sont, exactement. Mais en fait, c'est ça la limite. C'est ça, il fallait faire attention. Dans le cas du développement, il y a deux types de développement. En phonétique, on vous a parlé de deux types de développement. Lesquels? Chez les insectes. Excellent. Hétérométabole et holométabole. Hétéro, c'est différent. Les jeunes sont différents. Les adultes, holométabole, holo égale identique, la même, voilà. Les jeunes ressemblent aux adultes, etc. Effectivement, certaines formes juvéniles et adultes sont différents. Si on ne fait pas attention, on va dire par exemple que les insectes jeunes sont différents des insectes âgés. Désolé, c'est la même espèce. Qu'est-ce qui va nous dire ça? C'est l'interfécondité. D'autre part, dans la nature, effectivement, et en période de reproduction, généralement le printemps, voilà, dans un même milieu, vous pouvez rencontrer des animaux, des individus qui répondent à la définition de Linné. Ils sont de la même forme, le même habitat, mais ils diffèrent par la couleur. Ça peut vous induire à l'erreur. Est-ce qu'ils sont de la même espèce ou pas? Mais en fait, ce n'est qu'une étape temporaire, éphémère. En fait, en période de reproduction, les mâles, pour attirer les femelles, ils se parent de différentes couleurs. C'est ce qu'on appelle la danse nuptiale ou bien la parure nuptiale. Et ces différentes couleurs, elles disparaissent avec la fin de la saison de reproduction. Donc là aussi, attention, même si les individus sont de couleurs différentes, généralement, s'ils se ressemblent morphologiquement, ça peut qu'ils changent. Donc, deux gènes, c'est qu'ils se croisent, ils sont de la même espèce. Voilà, donc là, il faut faire attention aussi, effectivement. Troisième cas, parfois, ceci nous est arrivé à plusieurs reprises, dans le même biotope, vous avez des individus qui se ressemblent morphologiquement, qui ont le même mode de vie, le même habitat. Pour nous, n'ayant pas testé l'interfécondité, pour nous c'est la même espèce. Mais ce n'est qu'après élevage, que nous sommes arrivés à constater en fait que le croisement de certains individus de population, voilà, ne donnent pas de descendants, ne répondent pas à la définition, au deuxième concept. Voilà. Et on s'est rendu compte en fait qu'il s'agit de deux espèces différentes. Ils ont la même morphologie, mais ils ne répondent pas au deuxième concept, c'est-à-dire ils ne changent pas de matériel génétique, ils ne donnent pas de descendants viables et fertiles. Voilà, donc, c'est pourquoi cette notion d'espèce a pris beaucoup de temps pour que les chercheurs soient unanimes sur une définition commune, et c'est ça effectivement. Donc la définition de ce concept, il complète ce deuxième concept, le concept biologique, il complète, donc il conforte effectivement le concept de Linné. Et cette interfécondité, c'est quoi? Ensemble d'individus donc, qui se reproduisent les uns avec les autres, tout en produisant une descendance qui est viable et fertile. C'est ce qu'on appelle l'interfécondité. Donc 1 plus 2. 1 plus 2, c'est quoi? C'est le concept 1 plus le concept 2. Voilà. Donc 1 plus 2, entraîne, bien, va nous conduire à la définition la plus exacte de l'espèce. C'est quoi? Voilà. Pour vous maintenant, si jamais on vous demande qu'est-ce qu'une espèce, c'est très simple. Individu morphologiquement semblable et interfécond. J'accepte. Voilà. Mais attention, en plein dedans, il y a beaucoup de choses. Lorsqu'on dit morphologiquement
semblable, voilà, il faut faire attention. Lorsqu'on dit interfécond, il fallait faire attention. Mais pour nous, la définition ensemble d'individus morphologiquement semblables et interféconds, c'est déjà excellent, c'est déjà très bien. Ça va? Très bien, voilà. Donc, une espèce, effectivement, individu morphologiquement semblable et interfécond, voilà. Et par conséquent, cela veut dire effectivement que toute espèce se caractérise par un pôle génétique. Chaque espèce a un matériel génétique qui lui est propre. C'est normal, voilà. Très bien. Ok, alors, si on veut résumer tout ce que je viens de dire à propos de cette notion d'espèce, pour résumer ceci d'une façon succincte, voilà, il faut savoir en fait que l'espèce est l'unité de base de la classification du monde vivant. Toujours en classification, vous avez vu ça en faunistique et en floristique, la notion de base, c'est l'unité de base de la systématique, c'est le niveau spécifique. Ouais, c'est le niveau spécifique. On va voir le pourquoi. Voilà, comme vous le savez, en systématique, donc la classification des espèces est très importante, effectivement, pour entamer l'étude donc, des différentes espèces constituant un milieu. Et normalement, cette classification, elle est hiérarchisée, c'est-à-dire du plus grand vers le plus spécifique. Comme vous le savez, sur la planète, on distingue combien de règnes? Vous avez combien de règnes? Deux règnes. Le règne animal et le règne. Voilà. Donc voilà, déjà, du plus haut sommet, vous êtes soit animal, soit végétal. Les prothèses, c'est intermédiaire. Mais d'une façon générale, à une échelle plus claire, les deux principaux règnes, c'est le règne animal et le règne végétal. Parce que par les prothèses, il y en a qui disent c'est parmi les végétaux, etc. Bref. Voilà. Après le règne, est-ce qu'on vous demandera un jour d'étudier, ou bien on vous chargera d'étudier le règne animal? Pas possible. Pas possible. Il fallait donner plus de détails. Au sein de chaque règne, il y a ce qu'on appelle des embranchements. Plusieurs embranchements. Voilà. Plusieurs embranchements. Parmi les animaux, vous avez plusieurs embranchements. Je vous envoie votre cours de phonistique. Par exemple, les insectes, c'est quel embranchement? Si je prends le monde des insectes, les arthropodes, ce sont des arthropodes, effectivement. Parmi cet embranchement d'arthropodes, vous avez plusieurs classes. Voilà, du haut vers le bas. Vous avez plusieurs classes. Plusieurs classes. Effectivement, parmi les arthropodes, la classe la plus célèbre, c'est la plus nombreuse en individus, c'est la classe des insectes. Des millions, des millions d'espèces. Plusieurs millions d'espèces. Voilà. Parmi cette classe d'insectes, si on prend la classe d'insectes, parmi cette classe d'insectes, il y a plusieurs ordres. Voilà. Il y a plusieurs ordres. Coléoptères, orthoptères, névroptères, plécoptères, etc. C'est ce que vous avez fait en phonistique. Voilà. Effectivement. Ici, donc je me suis intéressé aux abeilles. C'est quel ordre les abeilles? Les guêpes, ce sont les hyménoptères. Les fourmis, voilà, ce sont des hyménoptères, effectivement. Parmi les hyménoptères, vous avez effectivement la famille à laquelle appartient les abeilles, c'est la famille des apidés. Les apidés, voilà, c'est la famille. Donc, parmi les hyménoptères, à laquelle appartient donc les guêpes, les abeilles, etc. Au sein de chaque famille, il y a plusieurs genres. Donc, par exemple, parmi la famille des apidés, vous avez le genre Bombus. Et parmi le genre, il y a plusieurs espèces. Et ça, on arrête là. Donc, l'espèce, c'est le niveau, c'est l'unité de base. Voilà, c'est l'unité vraiment de base. Au niveau spécifique, on peut s'intéresser à une espèce telle. Mais un règne, c'est trop. Un embranchement, c'est encore trop, etc. Mais au niveau spécifique, là, c'est très intéressant. Donc, c'est l'unité de base, effectivement. Ok? Très bien. Ceci nous conduit, effectivement, à la notion
Hein? Donc, comment notifier, comment écrire une espèce sur le plan scientifique? Comment l'écrire? Hein? Voilà. On vous charge, par exemple, digiter une espèce, ou bien plusieurs espèces. Comment on la notifie scientifiquement? Ben, le nom d'une espèce, il se compose de deux qualificatifs. Deux parties. Deux qualificatifs. Ok? Ben, le premier qualificatif, c'est ce qu'on appelle le genre. Et toujours, le genre, la première lettre du genre, elle est écrite en majuscule, s'il vous plaît. En majuscule. Par exemple, pour l'espèce humaine, le genre Homo, voilà, Homo, H en majuscule. Le deuxième qualificatif, c'est l'espèce, voilà. Donc, le deuxième qualificatif, toutes les lettres sont en majuscule. Et donc, pour les spécimens, c'est comment on la notifie? Homo sapiens. H en majuscule. Si vous mettez H en minuscule, je barre. Voilà, normalement. Si vous utilisez votre texte sur un support électronique, le nom d'espèce devra être toujours écrit en italique. Tout à fait. C'est sûr, si vous utilisez votre texte sur un support, sur une version papier, il fallait le souligner. Voilà. Ok. Très bien. Okay. Voilà. Comment notifier le nom d'espèce? Voilà, deux qualificatifs. C'est ce qu'on appelle la classification binominale. Deux qualificatifs. Exactement. Voilà. Donc le nom du genre toujours en majuscule. Voilà. En italique, c'est support électronique ou bien à souligner, c'est vous écrivez, vous utilisez votre truc sur une version papier. Ok? Est-ce qu'on s'en arrête là? Est-ce que c'est bon? Le nom d'espèce, il est complètement écrit, à votre avis? Tout à fait. Parce que derrière toute espèce, il y a un chercheur. Et toutes les espèces ne sont pas décrites la même année. On continue encore à décrire depuis des siècles et on continue encore à écrire. Donc normalement, ce nom, genre et espèce, il devra être suivi par le nom de l'auteur qui a décrit l'espèce, séparé par une virgule de la date d'inscription. Voilà. Donc il fallait ajouter à ceci le descripteur, bien le chercheur qui a décrit pour la première fois cette espèce, séparé par une virgule de la date d'inscription. C'est très intéressant. Ok? Et par conséquent, qui c'est qui a exigé, si vous voulez, ces conditions, cette notification? Normalement, puisque la science elle est universelle, elle est mondiale, voilà, tout le monde doit s'aligner sur la même notification. Et par conséquent, il y a ce qu'on appelle la Commission internationale de nomenclature zoologique, c'est elle qui a établi ces règles. Comme quoi le nom du genre, la première lettre, elle est en majuscule. Puis le deuxième qualificatif sans majuscule, toute minuscule, suivi nom de l'auteur, séparé par une virgule de la date d'inscription. Voilà, c'est cette commission internationale qui est universelle qui a imposé cette notification. Et par conséquent, donc, cette nomenclature binomiale, par exemple si on prend l'espèce humaine, comment notifier l'espèce? C'est comme ça. Voilà. Homo sapiens, le premier auteur qui a décrit l'espèce humaine, c'est Linné. C'est en quelle année? En 1758. Ok? Très bien. Voilà, là c'est écriture exacte, effectivement. Voilà. Parfois, vous pouvez remarquer ou constater que dans certains documents, effectivement, parfois le nom de l'auteur et la date, ils sont entre parenthèses. Tout à fait. Ça veut dire qu'entre-temps, c'est le nom de l'auteur et de la naissance entre parenthèses, ça veut dire qu'il y avait une modification du nom du genre par rapport à la description initiale. Par exemple, ce Pelophylax, c'était pas le genre Pelophylax, ils étaient Rana, par exemple. Mais avec l'avancement des recherches, effectivement, les chercheurs ont constaté que cette espèce n'appartient pas au genre Rana, mais plutôt au genre Pelophylax. Et qui est derrière cette modification? Ce sont ces auteurs qui sont entre parenthèses et à l'année qui est entre parenthèses. Oui. Pourquoi le nom de l'auteur de l'année de
Ben, c'est normal, parce qu'en fait, au fur et à mesure, maintenant, aujourd'hui, on peut décrire une espèce. Aujourd'hui, on peut décrire une espèce. Dans le futur proche, on peut décrire une espèce. Donc, il fallait, voilà, à chaque fois, il fallait mettre le nom de l'auteur et la date. C'est normal, parce que, voilà, ça évolue tout le temps. Hein, l'évolution n'arrête pas. Et la science n'arrête pas. Voilà, tu vois? Donc, c'est pourquoi le nom de l'auteur, le nom de l'espèce, c'est capital même. Hein, pour tout éventuel changement, effectivement. Parce que les noms des espèces ne sont pas constants. Ça peut changer, effectivement, d'une année à l'autre, d'un chercheur à l'autre. Voilà. Hein, c'est avec l'évolution de la science. C'est très intéressant. Et le nom de l'auteur est la date d'inscription. Ah, bah, si on ne fait pas de date, bah, ça reste inconnu, quoi. Ah, ça reste incomplet. Non, pas du tout. Hein, parce que la science, elle est en perpétuel développement et en perpétuel avancement. Ok? Très bien, voilà. Maintenant que vous avez défini donc la notion de population, la notion d'espèce, comment notifier le nom d'espèce, c'est très intéressant. On va passer effectivement à un petit détail sous forme d'une petite remarque, par exemple, au sein d'une même espèce. Au sein d'une même espèce, hein, qui répond donc aux deux concepts, et le concept d'inné et le concept donc, biologique, vous pouvez constater que d'une région à l'autre, il y a une différence de taille, par exemple. Par exemple, Alocaïden, la même espèce Alocaïden, elle est de taille plus petite, hein, que les individus dans la plaine du Haouz, par exemple. Alors qu'il s'agit bien de la même espèce, alors qu'ils répondent, que les deux populations répondent à la notion aux deux concepts, et de l'aîné et biologique. Et pourtant, il y a une différence de forme, bien de couleur, à votre avis. Et ça reste la même espèce. Dans ce cas, effectivement, on parle de ce qu'on appelle une sous-espèce, ou bien une race géographique chez les animaux, ou bien une variété chez les végétaux. Ça va? Okay. Donc c'est la même espèce, mais les conditions de milieu leur obligent, leur imposent une telle forme, bien une telle couleur. Par exemple, à l'Okaïnden. L'Okaïnden, c'est... Vous connaissez l'Okaïnden? Juste à côté, c'est la haute montagne. Qu'est-ce que la caractéristique, quoi? C'est le facteur écologique le plus important, c'est le froid. Voilà. Donc les animaux, ils doivent s'adapter au froid. Effectivement. Donc ils doivent absorber le minimum de radiation solaire. Et pour absorber les radiations solaires disponibles, ils sont obligés d'atteindre quelle couleur? Ou bien d'acquérir, d'avoir quelle couleur? Désolé. Qu'est-ce qui absorbe le plus de radiation? La couleur blanche ou noire? La blanche réfléchit. Ben, j'ai dit qu'est-ce qui absorbe, je n'ai pas dit réfléchir. C'était une différence. Ah, c'est le noir ou bien le foncé. Donc, en haute montagne, effectivement, les individus sont de couleur foncée. Pourquoi? Parce qu'ils doivent absorber les radiations solaires qui sont là. Par contre, en plaine, la chaleur ne manque pas. Il y a un excès. Ben, effectivement, les animaux doivent réfléchir une partie. Quelle couleur doivent acquérir, doivent avoir? Qu'est-ce qui réfléchit? Voilà, une coloration blanche. Vous voyez? Donc, tout en restant la même espèce. Vous voyez? Oui. Pourquoi les autres couleurs sont blanches? Ben voilà, effectivement. Voilà. La couleur blanche, ça dépend de leur capacité d'adaptation. Même s'il arrive à s'adapter, c'est pas la peine qu'il acquiert la coloration foncée. Tu vois? S'il arrive à s'adapter. Mais les animaux qui n'arrivent pas à s'adapter, ils sont obligés. Parce que c'est pas une règle générale. C'est pas toutes les espèces de haute montagne sont de couleur foncée. Non. Ça dépend de leur capacité adaptative. S'ils arrivent à supporter la température qu'il y a, ils peuvent garder la couleur initiale. Ben, sinon, ils sont obligés d'apprendre une coloration plus foncée pour profiter des radiations solaires présentes. Ça va? Donc, ce n'est pas une règle générale. Ok. Exemple, ici par exemple. Voilà, trois loups. C'est la même espèce. L'espèce c'est Canis lupus. Mais des couleurs différentes. Voilà. Taille un peu différente aussi. Mais c'est la même espèce. Donc là, on parle d'une race géographique. C'est la même espèce. On parle de race géographique, bien, même espèce. Vous voyez? Même chose ici. Une espèce de papillon avec deux races. Une race du nord, une race du sud, par exemple. Chez les oiseaux, le niveau subspécifique est très très fréquent.
hein, chez la même espèce, hein, on peut, voilà, ça dépend des conditions, on peut rencontrer plusieurs sous-espèces. Là aussi, c'est le chat sauvage, voilà, la même espèce avec 5 races géographiques avec 5 sous-espèces. Donc là, c'est du détail, effectivement, c'est juste un détail, donc à faire attention aussi pour ce qui est là, cette notion d'espèce. Mais déjà, la notion d'espèce, c'est très intéressant, mais attention sur le terrain, effectivement, bien faire attention à cette notion de subspécificité et de race géographique. Ok? Excellent. Voilà. En résumé, pour résumer ce qu'on vient de voir, donc vous êtes d'accord que les systèmes biologiques dans la nature, hein, dans tout milieu naturel, hein, les systèmes biologiques, par système biologique je veux dire, hein, être vivant et les conditions de leur milieu. Voilà, ce sont les systèmes biologiques. Ben, les systèmes biologiques, ils s'organisent en population. Qu'est-ce qu'une population? Individus de la même espèce, morphologiquement semblables et interfécants, qui vivent dans un milieu donné, à un endroit bien déterminé. Donc là, c'est une définition qui est plus précise encore. Donc là, la population, effectivement. Est-ce que ces individus ils sont inertes dans leur milieu? Est-ce qu'ils sont inertes? Est-ce qu'ils sont inertes? Ils font rien? Ils croisent les bras? Est-ce qu'ils sont inertes? Et ils interagissent normalement. C'est ça, ils ne sont pas inertes, ils interagissent. Ben, ces individus de la même espèce qui constituent ces populations, ils communiquent entre eux, ils interagissent. Hein, vous voyez? Ils se reproduisent, ils échangent leur matériel génétique. Vous voyez? Ils entrent en concurrence. Voilà. Ils peuvent entrer en compétition avec les individus d'une autre espèce, d'une autre population. Hein. Ils peuvent coopérer effectivement pour défendre un territoire, pour défendre les ressources, etc. etc. Voilà. Ils ne sont pas inertes, mais non. Hein. C'est un système biologique qui est actif. Tout système biologique est actif. Hein. Les individus constituants, ils interagissent entre eux avec les conditions de leur milieu. Ben, c'est ça l'écologie en fait. Vous voyez? C'est ça l'écologie effectivement. Voilà. Ok? Très bien. Alors, ceci dit, ça veut dire quoi? Puisque les systèmes biologiques sont organisés en population, hein, effectivement, et les individus de population donc, ne sont pas inertes, mais plutôt ils interagissent de plusieurs manières différentes. Voilà. Ceci nous conduit en fait à conclure qu'une population, que toute population, que ce soit animale ou végétale, toute population, quelle que soit sa nature, est un système organisé. C'est un système organisé. Il n'est pas fait au hasard, mais il est bien structuré, il est organisé, il a des caractéristiques bien précises. Ben, effectivement, toute population, elle est caractérisée par un effectif. Toute population doit avoir un nombre, n'est-ce pas? Un effectif. Et cet effectif, il diffère d'une population à l'autre. C'est normal. Voilà. Donc, voilà. Toute population, elle doit occuper un espace bien déterminé. Voilà. C'est la densité, c'est le nombre d'individus par unité de surface ou de volume. On va voir tout ça. Dans chaque population, il y a des mâles, il y a des femelles. Et par conséquent, il y a un sexe ratio, soit en faveur des mâles, soit en faveur des femelles. C'est une caractéristique aussi. Chaque population, elle occupe un espace bien déterminé. Une plaine, une forêt, montagne, lac de barrage, etc., fond marin, etc., etc. Chaque population, il a des classes d'âge. Il y a des jeunes, des nouveau-nés, des adultes, des subadultes. C'est-à-dire des classes d'âge différentes. L'ensemble de ces caractéristiques, c'est ce qu'on appelle les variables d'état. Chaque population est caractérisée par ces variables d'état. Exemple de variables d'état, voilà, effectif, densité, sexe ratio, etc., etc. Et ça n'arrête là. Ces variables d'état, en fait, ces variables d'état, elles sont à leur tour contrôlées et gérées, régies par ce qu'on appelle des caractéristiques ou bien des variables démographiques.
Qu'est-ce qui fait évoluer l'effectif d'une population? Spike, qu'est-ce qui fait augmenter l'effectif d'une population? Voilà, il y a des jeunes qui arrivent. Ou encore, il y a des individus qui arrivent dans notre territoire. Qu'est-ce qui diminue la taille de l'effectif d'une population? La mortalité, effectivement. Ou bien des individus qui quittent la population. Vous voyez, ben, effectivement, c'est ça. Hein? Donc, ces variables d'état, ils sont contrôlés par ce qu'on appelle les variables démographiques, qui sont la natalité, la mortalité, l'immigration et l'immigration. On va voir ça par la suite. Excusez-moi. Alors, ces variables d'état, contrôlées par les variables démographiques, ils sont où? L'ensemble est sous les conditions du milieu, bien sûr. Parce que le milieu aussi, là, sans mot à dire. C'est normal. Hein, c'est le support de vie, effectivement. Donc, ces deux variables, ils interagissent entre elles, voilà, sous le contrôle des conditions du milieu. Tout simplement, voilà. Et l'ensemble de ces interactions entre les variables d'état, les variables démographiques et les conditions du milieu, ce sont ces trois variables, bien ces trois facteurs qui déterminent les traits d'histoire de vie d'une population animale. Voilà, c'est ce qu'on va voir. Ce sont ces trois variables qui déterminent la dynamique de population, c'est-à-dire l'évolution dans le temps et dans l'espace de toute population animale, donc la population humaine. Ça va? Vous avez tout ça sur la plateforme. C'est pas la peine de prendre des notes à mensonge, sauf hein, si vous voulez bien. Alors, donc là effectivement, donc l'ensemble de ceci hein, constitue ce qu'on appelle donc la dynamique ou bien l'évolution dans le temps et dans l'espace des populations animales. Et c'est ce qu'on va voir avec beaucoup de détails. On va traiter donc les variables d'état une à une, puis les variables démographiques et leur interaction avec les conditions du milieu. Allez-y. Donc pour ces interactions, variables d'état, variables démographiques, conditions du milieu, on peut le résumer d'une façon schématique. Autrement dit, on peut résumer l'évolution spatio-temporelle, bien la dynamique d'une population dans le temps, dans l'espace, se forme d'un schéma. Très simple. Que voici le schéma. Voilà. Imaginez le rectangle, c'est quoi? À votre avis, le rectangle, c'est un milieu naturel. Une forêt, une steppe, un lac de barrage, un fond marin, comme vous voulez, un milieu, un écosystème naturel. Ok? Voilà. Dans cet écosystème vit une population animale. Cette population animale, elle est caractérisée par des variables d'état, effectif, densité, etc., etc. Et ces variables d'état, elles varient dans le temps et dans l'espace. Vous voyez? Qu'est-ce qui les fait varier? Qu'est-ce qui les fait varier? Ils peuvent augmenter par qui c'est qui peut les augmenter? La natalité ou bien l'immigration. La natalité, les jeunes individus qui arrivent. L'immigration, voilà les individus nouveaux qui entrent dans la population. Qui peut les diminuer? Voilà, c'est un flux sortant. À savoir la mortalité, quelque chose à une fin, voilà la mortalité, mais aussi l'immigration. Il y a des individus qui quittent la population. Et tout ça, interaction, variable d'état, variable démographique, c'est sous le contrôle du milieu. Le milieu, il est là. Le milieu, il est là. Parce que si vous vivez dans un milieu, il y a des interactions, un flux entrant, un flux sortant, mais il faut que la vie continue, il faut qu'il y ait un équilibre. Équilibre entre qui? Équilibre entre voilà, les animaux, bien les êtres vivants qui vivent et les conditions du milieu. S'il n'y a pas un équilibre, voilà, la population va disparaître. Effectivement. Donc il y a ce qu'on appelle la capacité limite du milieu. Chaque milieu il a une capacité. Au-delà de cette capacité, il ne peut pas supporter d'individus de la population. Vous voyez? Donc c'est un milieu riche. Pourquoi il est riche? C'est les ressources sont riches. Parce qu'en fait dans la nature, il y a des milieux qui sont riches, moyennement riches, et des milieux qui sont pauvres. Voilà. Tout ça c'est en relation, effectivement, c'est le résultat d'interaction, variable d'état, variable démographique et conditions du milieu. Voilà, donc effectivement, là, ce schéma, voilà, si vous voulez, il résume un petit peu, pas uniquement un petit peu, largement, il résume largement ce qu'on va voir ensemble, donc le long de ce semestre, à savoir l'évolution dans le temps
et dans l'espace, la dynamique des populations animales. Allez-y, on va donc, si vous voulez aborder le détail de ces variables d'état, puis de ces variables démographiques, puis les conditions des milieux qui les contrôlent, on va les voir effectivement une à une, variable par variable. Et à votre avis, la première variable à connaître, si on vous charge, on vous confie l'étude d'une population animale, la première chose à connaître, c'est une population. C'est quoi? C'est 100? Tout à fait. Bien sûr. Le nombre de combien d'individus il est composé. La première variable, bien le premier paramètre à connaître sur une population, c'est le nombre d'individus constituant cette population. Est-ce que toutes les populations elles ont le même nombre d'individus? Non, pas du tout. Pas du tout, effectivement. C'est pourquoi, en fait, connaître l'effectif d'une population, c'est très intéressant. Allez-y. Donc, l'effectif, c'est quoi en fait? C'est le nombre d'individus, effectivement. C'est le nombre d'individus, mais chaque population normalement, devra avoir un nombre minimal qui permet sa vie. Autrement dit, il faut un seuil, un minimum d'individus, sinon la population ne peut pas exister. Vous êtes d'accord? Voilà. Est-ce que cet effectif minimal, est-ce qu'il est à votre avis, est-ce qu'il est identique pour toutes les populations? Un exemple. Vous connaissez les fourmis? Vous connaissez les abeilles? Très bien. Est-ce l'effectif minimal donc nécessaire pour le maintien d'une population d'abeilles est identique à l'effectif minimal nécessaire pour le maintien d'une population de lions, par exemple? À votre avis? Ça n'a rien à voir, c'est différent. Et qu'est-ce qui fait ça? Que cet effectif minimal est différent chez les abeilles que chez les lions? C'est un comportement ici. C'est le degré de socialisme, effectivement. C'est le degré de sociabilité, effectivement. Parce que les abeilles elles vivent en société, en colonie. Par contre, le comportement social il est peu marqué chez les lions. Voilà, c'est normal. Donc les lions, ils peuvent vivre, quelques 10 individus peuvent constituer une population. Par contre, les abeilles, voilà, je vous dis rien, plusieurs centaines, effectivement, pour bâtir une population. Effectivement, c'est quoi donc l'effectif? Le nombre minimal d'individus, minimal, je dis bien minimal, parce qu'au-dessus de ce nombre, la population ne peut pas exister. Très intéressant. Donc l'effectif, c'est le nombre minimal permettant l'existence d'une population. On peut parler de l'effectif d'une population, bien de sa taille. Sa taille aussi, c'est un nombre. Ok? Très bien. Comme je viens d'expliquer, cet effectif, effectivement, est la fonction du degré de sociabilité des individus. Voilà. Si les individus de l'espèce vivent en société, l'effectif minimal sera plus élevé que pour une espèce peu sociable. Plus élevé dans le cas d'une espèce à comportement social marqué, le cas des abeilles, que dans le cas d'une espèce à comportement peu ou pas social, le cas des lions, des loups, des grands mammifères, d'une façon générale. Très bien. On peut le définir. Est-ce que vous pouvez le définir d'une façon exacte? Est-ce qu'à votre avis, on peut compter dans la nature, on peut compter les individus d'une population un à un? Ben, ici, je peux. Ici, supposons l'amphi est un milieu naturel, population humaine, ben là, je peux les compter. Je peux compter le nombre. Vous y êtes? Pourquoi en fait? Parce que l'espace, il est limité. Voilà. Les individus sont susceptibles, donc, on peut les voir en l'œil nu. Vous voyez? Par contre, dans la nature, est-ce que ces conditions sont réalisables? Pas du tout, c'est pas évident. Donc, on peut les définir d'une façon, soi-disant exacte, dans le cas des populations d'animaux sédentaires. Si jamais vous avez une population dont les individus sont fidèles à leur milieu, c'est-à-dire qu'ils se dépassent peu. On parle d'animaux qui sont sédentaires. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps là, ils ne migrent pas. Là, vous pouvez les compter, mais avec beaucoup de noms précis. 10 gens. Ces animaux sédentaires,
Si vous voulez vraiment avoir une mission effective, il fallait qu'il occupe un espace bien déterminé. Une steppe, par exemple, bien une savane, bien un parc. Donc vous connaissez les dimensions et la superficie. Ce n'est pas toujours réalisable dans la nature. Voilà. Échange avec les populations voisines sont rares. Si vous voulez avoir une idée pertinente sur l'effectif, il ne faut pas que les animaux arrivent des populations voisines. Dans la nature, ce n'est pas toujours évident. C'est difficile à réaliser ces conditions. Autrement dit, l'effectif d'une population est difficile à définir dans la nature. Elle est très difficile. Que faire, à votre avis? Est-ce qu'on arrête là? Il fallait trouver une alternative. Lorsqu'effectivement, l'effectif de la population est très difficile à définir, notamment dans le cas des espèces à large répartition. Par exemple, une espèce qui s'étend depuis le Camden jusqu'à le littoral dans la région de Safi. Comment compter c'est très difficile. Alors, on ne peut pas parler d'effectifs, effectivement. Si une espèce, effectivement, est largement répartie, donc au lieu d'essayer, de tenter de définir son effectif, ou bien de déterminer son effectif, on estime sa densité. On va estimer la densité. Et de compter les individus un à un, c'est très difficile, notamment pour les espèces à large répartition. Dans ce cas, on va entamer un autre paramètre, à savoir, lorsque la définition et la détermination de l'effectif est impossible, c'est pas grave, on va remédier à la situation par essayer d'estimer la densité. Donc ceci me conduit au deuxième paramètre, ou bien deuxième variable, dite à connaître, c'est la densité. C'est quoi la densité pour vous? C'est quoi la densité? La définition. La densité, d'une façon générale, c'est le nombre d'individus par unité de surface ou bien de volume. Donc là déjà vous avez la limitation d'espace ou bien de volume. Espace lorsqu'il s'agit d'un milieu terrestre, volume lorsqu'il s'agit d'un milieu aquatique. Ou bien marin. Marin, c'est ça, effectivement. Vous voyez? Ok? Donc c'est quoi la densité? C'est le rapport entre le nombre d'individus que vous avez compté dans l'espace que vous avez déterminé par rapport à la surface ou bien la superficie de votre milieu. Ça va? C'est le nombre d'individus par unité de surface. Cette surface, c'est quoi l'unité? Kilomètre carré, hectare. Dans le cas des écosystèmes terrestres. Ou bien, volume. L'unité de volume, c'est quoi? Voilà. Donc l'unité de volume, vous la connaissez tous. Ça va? Donc cette densité, elle s'exprime en nombre d'individus par unité de surface, s'il s'agit d'écosystèmes terrestres, ou bien unité de volume, s'il s'agit d'écosystèmes aquatiques ou marins. Ça va? Très bien. Mais dans la nature, est-ce que les ressources trophiques, ou bien les ressources naturelles d'une façon générale, sont réparties de la même façon? J'ai délimité cette surface, mais de quelques hectares. Dans cette surface, est-ce que les ressources, c'est-à-dire la nourriture, les abris, les cachettes, tout ce que vous voulez, sont réparties de la même façon? Non. Dans la nature, non. Il y a des endroits qui sont riches et des endroits qui sont pauvres. Les animaux vont se concentrer où? Dans les endroits riches. Pour être très précis, au sein de la superficie que j'ai déterminée, je vais m'intéresser surtout aux endroits riches, c'est-à-dire là où il y a les animaux, parce que ce sont les animaux qui m'intéressent. C'est pourquoi, en fait, on distingue deux types de densité. Une densité brute, c'est-à-dire la densité par rapport à l'ensemble de la surface que vous avez délimitée, sans tenir compte de la richesse ou de la pauvreté des endroits. C'est brut. Ok? C'est une densité brute. Est-ce que c'est précis? Non, ça manque de précision, une densité brute, effectivement. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle donne le nombre d'individus que vous avez compté sur la surface que vous avez délimitée, sur cette surface. Tout en considérant les différents types de milieux, que ce soit riche, moyennement riche ou bien pauvre. Non, mais là, moi je cherche les endroits
Là, les animaux sont concentrés. Ouais. Donc, d'accord pour la densité brute dans un premier temps, mais pour être plus précis, il fallait plutôt calculer une autre, mais estimer une autre densité, à savoir ce qu'on appelle la densité écologique, ou bien nette, tout simplement. Nette. Dans ce cas, cette densité, elle reflète le nombre d'individus sur la surface exploitable, c'est-à-dire sur la surface là où il y a les animaux. Vous voyez? Donc c'est le rapport de l'effectif N d'une population à la surface exploitable. Donc vous avez une superficie. Au sein de cette superficie, vous pouvez calculer la densité brute qui reflète le nombre d'individus par rapport à l'ensemble de la surface, quel que soit dans la richesse des endroits, mais ça reste peu précis. Ça reste peu précis comme détermination, comme estimation. Pour plus de précision, il fallait se limiter aux endroits, c'est-à-dire là où il y a les animaux, et donc vous êtes censé estimer la densité écologique de la densité nette, qui correspond au nombre d'individus par rapport à la surface exploitée, c'est-à-dire uniquement les endroits riches. Ça va? Très bien. Alors, maintenant la question qu'on peut se poser, comment estimer cette densité? Très bien. On est d'accord sur les deux définitions, mais maintenant, la question qui se pose, comment estimer cette densité? Allez-y, vous êtes chargé, de suivre la dynamique d'une population animale. Vous avez essayé là de tenter de calculer, de déterminer l'effectif, c'est pas évident. Vous avez entamé l'estimation de la densité. Très bien. Voilà, comment l'estimer? Il y a plusieurs méthodes. Allez-y, on va voir ça. Donc, effectivement, il y a deux principales méthodes pour estimer la densité. Deux principales méthodes. Il y a une méthode qui est exhaustive, soi-disant précise, vraiment précise, c'est-à-dire qui correspond au comptage des individus un à un par rapport à une superficie déterminée. Puis vous avez une méthode par échantillonnage. Et c'est la méthode la plus plausible, la plus logique. Ok? Voilà. Donc deux types. Exhaustive, c'est-à-dire précise, c'est-à-dire compter les individus un à un, c'est pas toujours évident. Sinon, vous allez faire des échantillons, plusieurs échantillons, la moyenne, et voilà, votre estimation. Ok. Alors, pour la méthode exhaustive, c'est faisable, effectivement. Pour compter les individus un à un, comme j'avais dit tout à l'heure, il fallait les voir, déjà. Il fallait les voir. Est-ce que dans la nature, vous pouvez compter des araignées, des fourmis? Non, vous pouvez compter peut-être des lions, des loups, des gros mammifères, des gnous, vous pouvez les compter. Mais là encore, c'est pas évident. Pour les compter, il faut que soit accessible visuellement. Il faut que les voir, quoi. Est-ce que vous pouvez compter des loups ou bien des lions dans une forêt dense? Non. Vous voyez? Donc déjà, pour cette méthode exhaustive, il y a des conditions. Déjà, il faut que les individus soient accessibles à l'œil nu, c'est-à-dire visibles. Et pour qu'ils soient visibles, il faut qu'il y ait une grande taille. Et même avec une grande taille, pour les voir, il fallait que leur milieu de vue soit ouvert et pas fermé. Il faut que leur milieu de vue soit une prairie, une savane, pas une forêt dense. Vous voyez, afin qu'on puisse les compter. Effectivement, cette méthode, effectivement, consiste à dénombrer tous les individus d'une population, voilà, dans une surface bien délimitée, effectivement. Technique difficile à appliquer, effectivement. Pourquoi? Parce qu'il faut que la taille des animaux soit suffisamment grande, effectivement, et il faut que ces animaux vivent dans un milieu ouvert, effectivement. Voilà. Et ça, exemple de tentative de cette méthode, maintenant avec l'évolution de la technologie, effectivement, avec le numérique, effectivement. Et si votre budget est conséquent, si vous pouvez avoir un avion pour faire ces recherches, effectivement, il y en a, par exemple, qui possèdent un avion, cet avion volant avec des appareils photo numériques, ils prennent des photos, du cliché, l'avion qui vole à basse altitude, ici, par exemple, sur des antilopes, et prendre des photos.
à chaque fois, plusieurs photos. Avec le numérique, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme photo. Et en rentrant chez lui au laboratoire, voilà, l'impression de ces photos et essayer de compter les individus. Voilà. Ben, c'est faisable dans les parcs nationaux, ben, en Afrique, en Tanzanie, etc. Mais ça reste peu pertinent, hein, quand même, peu pertinente comme méthode quand même. Là aussi, les GNU avec des photos à chaque fois, voilà, on peut prendre des photos à l'aide d'un avion volant à basse altitude, mais ça reste quand même, on peut avoir une idée. Hein, ça peut avoir une idée. Exemple ici, là, vous avez un document photographique. Là, donc, c'est plusieurs prises de photos, effectivement, à partir d'un avion volant à basse altitude, en rentrant au laboratoire. Et là, vous pouvez faire, voilà, effectivement, vous pouvez compter donc, voilà, les lots de votre population, hein, et faire la somme. Mais c'est un travail qui est fastidieux, hein, et pas applicable pour toutes les espèces animales. Vraiment, il faut que les animaux soient de grande taille, dans un milieu ouvert. Et même si elles sont dans un milieu ouvert, il faut qu'elles soient à approche facile. Il ne faut pas que les animaux soient farouches, etc. Autrement dit, cette méthode exhaustive reste peu applicable dans la nature. Et la méthode la plus applicable et la plus correcte, c'est la deuxième méthode, à savoir la méthode par échantillonnage. C'est ça. Là, c'est le sérieux, effectivement. Donc, la deuxième méthode la plus fréquemment utilisée pour l'estimation de la densité d'une population animale dans la nature, c'est la méthode par estimation de la densité par échantillonnage. Là encore, vous avez trois cas. Soit votre échantillonnage s'adressera directement aux individus de la population, voilà, aux individus de la population. Est-ce que c'est toujours possible? Est-ce que c'est toujours possible de s'adresser directement aux individus de la population? Voilà. Il y a des animaux qui sont à approche difficile, vous ne pouvez pas leur approcher. Il y a des animaux qui s'activent la nuit, nocturne. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez? Donc là, bref, méthode directe, donc s'adresser aux animaux. Si ce n'est pas possible, vous s'adressez directement aux animaux, le cas des espèces à approche difficile, bien le cas des espèces nocturnes, ben, on doit s'intéresser à quoi? À leurs traces. Ces animaux à approche difficile ou bien nocturne, et ils laissent des traces. On peut s'intéresser à leurs traces, à leur abri, effectivement. Le cas des oiseaux, par exemple, on peut s'intéresser au nid, pour qu'on puisse avoir une idée sur la densité. C'est les traces laissées par ces animaux qui sont en vol à notre approche, ou bien qui sont nocturnes, par exemple. Ben sinon, c'est ni la méthode directe, ni la méthode indirecte n'est pas possible. La troisième méthode, la plus couramment utilisée, la plus juste et qu'on utilise encore actuellement, pas uniquement nous, mais par les scientifiques, c'est ce qu'on appelle la méthode par capture, marquage, recapture ou bien serre. Okay? On va passer rapidement les trois méthodes, rapidement. Alors, en méthode directe, je vais m'adresser aux individus de la population. Si possible, dans certains cas, voilà, c'est possible dans certains cas, consiste donc à un comptage direct des individus. Hein, vous prenez plusieurs échantillons, par exemple, 1 mètre carré, hein, vous êtes sur le terrain, hein, vous avez un fil, par exemple, avec 10 piquets, et vous faites un quadrat, un carré. Hein, vous délimitez un carré, voilà, et vous comptez tous les individus qui sont là. Okay. Un échantillon, deuxième échantillon, troisième, en respectant l'intérêt général de votre milieu, vous faites une moyenne. C'est fastidieux là encore, mais c'est possible. Ah, c'est possible, effectivement. Donc la méthode dans ce cas, s'adresser directement aux animaux. La méthode la plus fréquemment, la plus couramment utilisée, c'est ce qu'on appelle la méthode des quadrats. Ou bien la méthode des carrés latins. On vous a parlé en histoire du quadrat, la méthode des quadrats et du carré latin, non? Ça devrait être. Bref, voilà. Par exemple, dans un milieu, voilà, où il y a une prairie, par exemple, une strate herbacée, voilà, avec un carré, voilà, je délimite un carré, d'un mètre carré de côté, d'un mètre, voilà, un mètre carré, effectivement, ou bien 2 mètres carrés, comme vous voulez, voilà. Si vous êtes, par exemple, dans l'eau, voilà, toujours vous délimitez une surface, hein, au bord de l'eau aussi, voilà, hein, et vous comptez les individus. Donc là,
vous allez accéder à tous les individus qui sont dans ce carré, parce que c'est faible superficie. Donc vous pouvez la prospecter effectivement, comme il fait le monsieur là, voilà. Donc vous pouvez commencer la prospection de l'extérieur vers l'intérieur, et voilà, récolter tout ce que vous voyez. Vous le mettez dans un bocal. Vous allez faire plusieurs échantillons. Par exemple, ici dans cette forêt, voilà, plusieurs échantillons. Ben, c'est normal, pour que vous ayez une idée sur voilà, la réalité, il fallait avoir une moyenne. Une moyenne qui reflète la réalité. Et donc, plusieurs échantillons. Voilà. Voilà. Et comme ça, vous pouvez voir une... Là encore, c'est fastidieux quand même. C'est fastidieux. C'est pas facile à réaliser. Mais c'est faisable. C'est faisable. Maintenant, ben là, c'est le cas où les individus sont accessibles. On peut compter les araignées qui sont dans le carré, bien les insectes qui sont dans le carré, etc., bien les cloportes qui sont dans le carré. Mais lorsque les individus ne sont pas accessibles, voilà, donc la méthode indirecte, voilà, on va s'adresser ou bien s'intéresser aux traces laissées par ces animaux. Par exemple, les terriers, les animaux qui vivent dans des terriers, bien les animaux qui vivent dans des nids, le cas des oiseaux. Effectivement, on peut compter le nombre de nids pour avoir une idée sur le nombre d'oiseaux qui vivent dans notre falaise, ou bien dans le milieu en question. Tout à fait. Et si vous avez une falaise terreuse, voilà, par exemple, on va s'adresser à une population d'hirondelles, par exemple. Voilà, là vous avez ces oiseaux qui vivent au niveau de falaise, ils creusent des terriers, voilà. Là ici des terriers, effectivement, plusieurs terriers. Donc déjà on peut compter le nombre de terriers. Ce sont des traces de ces hirondelles. Ok. Voilà. À votre avis, chaque nid ici, chaque nid correspond à combien d'individus? Un nid, quels sont les composants d'un nid? Un couple, je l'ai dit. Un nid égale un couple, un mâle et femelle. Voilà, un nid égale deux individus. Bah attendez, j'arrive. Bah là, petit à petit, voilà. Déjà, donc on peut compter le nombre de nids, effectivement, pour avoir une idée. Sachant que normalement, chaque nid doit abriter un couple. Vous êtes d'accord? C'est naturel. Ok. Mais, est-ce qu'en fait, compter le nombre de nids multiplié par 2, ça va refléter la densité? Oui, mais sur quelles conditions? À votre avis? Il n'y a pas de Non, attendez, parce que les nouveau-nés, ils vont se loger ailleurs. Maintenant, la population existante, population d'adultes, c'est au début de la reproduction. Pas encore, les nouveau-nés ne sont pas encore là. Vous voyez? Voilà. Est-ce compter le nombre de nids qu'on multiplie par 2 doit refléter le nombre de rondelles qui sont ici? En fait, c'est vrai. Mais dans quelles conditions? Pardon? Voilà, exactement. Parce que d'une année à l'autre, pour votre comptage soit exact, il faut que le couple ne change pas de niche d'une année à l'autre. Il faut que le couple soit, voilà, et une adresse, comme chez nous. Sa maison, c'est la vie. Donc tu es là, on connaît toujours une adresse, voilà, monsieur Flynn, il est là, etc., etc. Voilà, donc déjà la fidélité au nid, c'est très intéressant. Si le couple est fidèle d'une année à l'autre à son nid, ça va. Donc déjà bien. Autre chose, pour que le comptage soit, l'estimation soit le nombre de nids fois 2. La fidélité au nid, d'accord, mais aussi la fidélité au partenaire. Si le mâle change de forme, la femme change de mâle, voilà, effectivement, la relation ne sera plus constante. Voilà donc les deux conditions. Effectivement, pour que l'estimation ou bien la méthode indirecte soit possible, il fallait ces deux conditions. La fidélité, à l'abri, et la fidélité du couple. Voilà. Ce qui est très, très difficile dans la nature, effectivement. Ce qui est très, très difficile. Voilà. Donc les deux conditions, fidélité du couple au nid et la fidélité des partenaires. C'est pas toujours évident.
Donc, ni la méthode directe, ni la méthode indirecte pourraient faire l'affaire. Donc, le dernier recours et la méthode la plus sûre et la plus exacte, c'est la troisième méthode, à savoir la méthode capture, marquage, recapture. Et c'est la méthode qu'on détaillera la séance prochaine, Inch'Allah. Bonne journée.